rentrée. Il faut la laisser entrouverte de manière à ce qu'on puisse rentrer. C'est bon, on y va, on ouvre la séance puisque le quorum est atteint. Nous avons donc des pouvoirs ce soir. Nous avons le pouvoir de Valentin Vance qui me donne pouvoir. Nous avons Malingre Patrice qui donne pouvoir à Jean-Pierre Bernet. Et malheureusement, Laurent Arnaud avait donné pouvoir à Boudissa Sophie, mais elle est malade, elle m'a téléphoné tout à l'heure, donc il s'amuse. Donc il faut qu'on détermine un secrétaire de séance. Lors du dernier conseil municipal, le secrétaire de séance c'était moi, Jean-Pierre. Là, l'ordre des choses, ça ne peut être que Nelly, c'est toi qui seras secrétaire de séance ce soir. Donc tu prends note et tu verras avec Jennifer qui va prendre le conseil ce soir, puisque Madame Mukeli n'est pas présente, c'est elle qui est sur le secrétariat. D'accord. Donc qui est contre la proposition de Nelly comme secrétaire de séance? S'abstient? Personne? C'est adopté à l'unanimité. Donc le premier point à l'ordre du jour, c'est évidemment le compte rendu du conseil municipal du 26 juin. Je sais qu'il y a eu pas mal de modificatifs qui ont été apportés. Sylvie. Non, c'est pas toi. On était plusieurs, quand on a fait la préparation, on a porté plusieurs. On a vu avec M. Anthony les références. Donc toutes les modifications que vous avez rapportées ont été modifiées. Est-ce que vous avez d'autres demandes sur le procès verbal qui vous a été remis? Non? Donc il est adopté. Alors, qui est contre le procès verbal modifié? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors le premier point, évidemment, on va le reporter un peu plus loin. On va attendre que le technicien du tracé urbain arrive. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on reprendra le point en fonction de son arrivée. Le deuxième point, c'est la dissolution du budget d'assainissement de la commune que m'a présenté Sylvie. J'ai oublié de dire, Maxime arrivera avec un peu de retard, mais... La commune de Comprend a adhéré à la communauté de communes de Plaine et Île-de-France, EPCI qui dispose de la compétence assainissement. Cette intégration à la CCPMF a pour conséquence le transfert direct de la dite compétence à la communauté de communes. Ce transfert engendre la dissolution du budget annexe assainissement qui était une prérogative de la commune jusqu'au 31 décembre 2013. Cette dissolution ne s'inscrit pas dans le cadre d'une radiation du budget principal auprès de l'INSEE, dont la conséquence serait une radiation automatique des budgets secondaires, ce qui nécessiterait alors un arrêté préfectoral. Toutefois, une délibération du conseil municipal prononçant la dissolution juridique du budget annexe assainissement est nécessaire,
afin d'autoriser les diverses opérations comptables permettant le transfert de ce budget à la communauté de communes, avec la reprise du résultat et du déficit, transfert des restes à réaliser et des engagements. J'ai tapé c'est exactement par rapport à ce qu'on avait voté dans le budget. Ah, mais là, Installez-vous à côté, on a commencé le conseil, on reviendra à vous. Très bien. Donc pour rappel, la dernière fois nous avions voté effectivement et adopté à l'unanimité le budget assainissement Donc le déficit de fonctionnement 2013 et l'excédent reporté 2013-2012 s'élevait à 63 257,17. L'excédent d'investissement 2013 avec plus l'excédent reporté 2012, 42 857,36. L'affectation obligatoire à la couverture du besoin de financement d'investissement s'élève à 42 857,6 et le solde disponible pour le report en section de fonctionnement s'élèverait à 20 399,82. Donc il s'agit pour nous donc, de voter concernant ce point. Excusez-moi, je suis encore sur le point numéro 1. Non, moi aussi, ça m'a pas fait. Concernant donc le budget d'assainissement, donc il s'agit pour nous de prononcer la dissolution juridique du budget annexe et d'autoriser les diverses opérations comptables qui seront nécessaires à travers ce transfert. Je rappelle qu'en même temps, les excédents seront reversés au budget général. Voilà. Donc nous allons voter la dissolution. Le transfert des excédents que vous avez votés dans le cadre du budget, plutôt du compte de gestion et du compte administratif, de manière à ce qu'il soit replacé dans le budget général. Voilà. Il s'agit d'une question formelle, mais qu'il est obligatoire de prendre. Donc, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Vous notez l'arrivée de Maxime à l'heure où nous venons d'arriver, de manière à ce que ce soit dans le précédent. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur la question numéro 1, puisque maintenant le tracé urbain est arrivé, de manière à ne pas le retenir toute la soirée pour cette délibération qu'il faudra prendre. Donc vous allez pouvoir présenter le PADD. Je vous rappelle qu'on est obligé de le reprendre une nouvelle fois, puisque nous avons pris lors de notre dernier conseil municipal une délibération qui nous permettait de toiletter définitivement les questions qui pouvaient encore être attaquables par la suite. Donc, concernant la délibération première qui avait été prise et qui lançait les travaux du PE. Puisqu'il fallait fixer normalement des objectifs. En tout cas, c'est aujourd'hui une obligation, ça ne l'était peut-être pas à l'époque. Voilà, j'ai sur le disque dur une projection. Formidable. Vous voyez avec notre technicien de service si ça fonctionne. Et puis on va être tout oui et en même temps je vais me bouger parce que sinon je ne vais rien voir. On n'a pas de PC portable. Ah, on nous a dit que vous le projetiez là-dessus. Je m'ai dit qu'il y avait un PC. Non, il faut un PC. En fait on projette directement sur le grand écran à travers une prise. Avec un PC, la personne qui vient, elle amène son PC. Ah, on m'a dit qu'il y en avait un ici. Moi j'ai pas de PC ici. Un PC portable. Et elle l'a chez elle. Comment on l'a fait la dernière fois pour pouvoir le... C'est lui qui a amené le sien. Madame Lambron-Ricard avait amené Elle l'avait amené, puis elle l'avait branché directement là, parce qu'il y a les connectiques qui sont là. On en a nulle part, Marion, nulle part.
connaissance, non. Sinon, j'ai imprimé le contenu du PowerPoint. Je peux vous faire une présentation sans le support visuel et je pourrais vous faire passer par la suite. Non, ce qu'on va faire, c'est des photocopies, Jennifer, pour tout le monde. Sinon, il faut prendre une copie pour ramener ça. Non, mais ça. Sinon, il faut la ramener dernière tout, fois, elle et la a brancher. ce qu'il fallait. Oui. Ou alors, elle nous dit de se doter d'un portable. On a des portables, mais elle nous le dit avant, quoi. Sinon, on aurait porté les portables perso, on aurait pris une tour, on aurait mis à disposition avant. Il faut que je la connecte à un PC d'abord. Je vais brancher pour avoir un PC. Et pour pouvoir accéder avec le disque dur qui est là-dessus. Avec ça. Avec le check. On attend les photocopies. Hein? Faut que j'aille brancher une tour, sinon. Non, c'est pas ça. Sur le poste, c'est suffisant. Une tour, on l'a branché, la souris, le clavier et tout, il faut tout ramener. Oui. Pour pouvoir brancher dessus les disques externes. La voiture. Alors, aussi, j'en ai un à la maison. Moi aussi, j'en ai un. Mais le problème, c'est que, en général, les entreprises viennent avec leur portable. Tu veux qu'on aille chercher une tour sinon, on va regarder sur le tour, quelque part. Non, on en a plein ici, les PC. Le problème, c'est qu'ils sont fermés, là. Bien sûr que si, ils sont fermés. Moi, j'ai pas les clés de tout. Le problème, c'est que... voilà, moi, je suis pas au courant.
table, il y a des dossiers. Et juste Il y a une multiprise. Ah, et celui-là, t'as des multiprises, là. Ouais. C'est par là. Je ne vais pas la peine ici parce que ça va plus. Bon. Ok. Oui. Bon, j'ai un peu de... Un petit sens. Ouais, mais il faut choper un peu de... Ah, ça y est. Je trouve possible de jongler avec ça. Hein, sinon, voilà. Sinon, on va le mettre à côté. Le clavier il va être... On va tirer comme ça un peu plus, là. Sur vous avez fait le niveau. Il faudra basculer, oui. Ah, ça. C'est un truc qui est bon, ça s'adapte. Oui, il est pas revenu. Allez, excellent. Ah, ça. Il ne doit pas être bien connecté. Ouais. Alors, ajustement, C'est bon? c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, ça on fait. Anticiper la suite, fait les abus. Voilà. Merci. Attends, allez. Le mot de passe, tu ne l'as pas aussi? Si, on a. Ah, si, on a. Enfin, en bas, c'est vrai. Entrée, voilà. C'est pas beau ça? C'est une passe technique, là. Elle est belle cette petite fille. On dit le. Ouais, ouais. Hein, C'est rien. voilà. Le Quand mot il de se passe, lance. Voilà. Branche son disque dur. C'est parti. Il est en train de le. Ça y est, il est en train. Ah oui, il travaille. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de le détecter. Détecter le. Il va arriver, il va y arriver. Hein? Ah oui, ça marche. Oui, Ah oui, ça marche. Il est même le. Ah, c'est pas possible ça. Il se peut que ça ne fonctionne pas par exemple. C'est bon? Et ça, si, c'est. Oui, d'accord. Et ça, c'est. Ouais. Ok. Il est là. Ouais, c'est ça. Voilà, monsieur. À vous maintenant. Merci. À vous de jouer. Bon, Jennifer est en train de faire de toute façon les photocopies, vous les aurez. Ça vous donnera un truc en plus, c'est pas plus mal. Et
Vous nous dites quand vous êtes prêt. Ah, c'est bon, je suis prêt. Alors, parfait. Voilà, je suis Mathieu Coffert du bureau d'études français humains, en charge de l'élaboration du PLU de Compan. Et donc, on va faire un nouvel arrêt projet conformément aux nouvelles dispositions de la loi Allure qui vient d'être votée. Et donc, il y a des choses du coup, à modifier dans le PLU tel qu'il est proposé aujourd'hui pour être conforme à la législation. Voilà. Et puis, vient se greffer à cela aussi le SDRIF, qui est applicable donc, depuis ce début d'année, et qui, donc, qui permet donc à Compan de revoir les choses, puisque le SDRIF offre plus de liberté en termes d'urbanisation, on y reviendra. Évidemment, dans un souci de saisir les opportunités de développement économique. Alors du coup, le PLU va prendre en compte les choses suivantes, donc les nouvelles opportunités, mais aussi l'intégration du PPRT avec son nouveau zonage, l'intégration des ENS et l'intégration du projet de parc paysager qui entraînera la diminution de la trame espace boisé classé et une mise à jour statistique puisque sont disponibles des données plus récentes sur le site de l'INSEE qui montrent des tendances différentes et qu'il va falloir donc, du coup, ajuster dans le rapport de présentation du PLU. Alors, voilà, comme vous pouvez le voir ici, un des zonages proposés pour le PLU, avec en haut, entre la voie rapide et la voie allant vers Triclet, je crois, une zone agricole qui ne pouvait pas être bâtie avant 2014 puisque le SDRIF n'était pas encore approuvé et maintenant avec l'approbation du SDRIF 2014 il peut y avoir l'opportunité d'urbaniser cette zone en activité. Alors bien sûr c'est soumis à conditions et la condition c'est d'une desserte adaptée en transport en commun et d'un projet d'aménagement. Donc il va falloir réfléchir à une desserte de cette zone pour d'une part répondre aux critères du SDRIF et pouvoir l'urbaniser. Alors ce que vous pouvez voir, donc, à gauche le nouveau SDRIF, à droite l'ancien SDRIF. Et voilà ce que ça change en termes cartographiques. Donc ce sont des pastilles qui offrent des possibilités d'urbanisation. Puisqu'une pastille correspond à peu près 25 hectares d'urbanisation possible. Ce qui laisse voilà, entrevoir des choses. En ce qui concerne les ENS, voilà, le Conseil général a demandé d'abandonner certains secteurs et au contraire d'en mettre ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Et donc c'est ce que devra intégrer le nouveau PLU pour être conforme aux souhaits du Conseil général. Il y aura également la diminution de la zone boisée pour un projet qui est un projet de parc paysager avec étang. Voilà, donc la trame va diminuer. Et puis avec la loi Allure, le pastillage en zone N est interdit. Alors le pastillage était l'action de ponctuellement dans des espaces naturels ou agricoles de faire des pastilles en urbanisable
pour que le bâti s'étende. Alors c'est interdit maintenant par la loi Allure. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de l'étoilage, c'est-à-dire sur des bâtiments qui ont un intérêt particulier, notamment architectural et patrimonial, de mettre une étoile pour qu'il soit protégé. Par contre, les zones NH1, au titre d'AMUS, peuvent être conservées parce qu'ils revêtent d'un caractère exceptionnel qu'il faudra donc justifier pour pouvoir maintenir ce zonage en N, mais seulement pour l'AMUS. En ce qui concerne les données démographiques, donc elles ont changé et donc cela va nous permettre de revoir le rapport de présentation. Notamment, on s'est aperçu qu'il y avait une perte démographique plus importante qu'envisagée, donc une tendance qui a légèrement modifié le rapport de présentation et donc le projet de PLU. Un taux d'attaque jeune âge, mais une population qui est majoritairement encore jeune, et donc un enjeu de renouvellement fort des populations qu'il faudra clairement exprimer dans le projet de PLU et dans le projet d'aménagement et de développement durable. Et donc toutes ces composantes, donc SDRIF, ENS, Allure, etc., vont avoir des répercussions directes sur les pièces qui composent le PLU, notamment le plan d'aménagement et développement durable, le plan de zonage, le règlement, le rapport de présentation, le plan des servitudes et évidemment les panneaux de concertation publique. Et donc, à partir de là, il va falloir reprendre la procédure administrative. Je vais juste faire un rappel. Donc, c'est des réunions avec les services de l'État, ce qu'on appelle les personnes publiques associées au projet, des délibérations sur l'ouverture du débat en conseil municipal. Je crois qu'elle a eu lieu la semaine dernière, ou il y a peu de temps. Une délibération 2 mois après sur l'arrêt du projet du PLU 2014. Puis une ouverture de la concertation publique, une ouverture de l'exposition du projet en mairie, un bilan de la concertation publique et une enquête publique avec un rapport du commissaire enquêteur qui permettra par la suite de prendre en compte l'avis des personnes concernées avec une modification, le cas échéant, du dossier et puis une approbation du dossier de PLU. Le PADD du 3e arrêt projet, donc, il repose sur 5 fondements qui touchent directement la commune de Compan. Un volet qui évoque le fonctionnement urbain, la vie locale, le cadre de vie et la cohésion sociale. Un deuxième volet sur le paysage, le cadre de vie, le patrimoine bâti et naturel. Un troisième volet qui touche essentiellement à l'économie, un quatrième volet sur les déplacements et un cinquième volet sur l'environnement, sur les risques, le développement des énergies. Je ne rentre pas dans le détail, mais après il y a 23 objectifs qui permettent donc de répondre à ces 5 volets. Évidemment dans le respect du code de l'urbanisme. Donc sur ce tableau, vous voyez la correspondance entre ce que doit comporter un PADD de manière réglementaire et comment dans le PADD cela est traduit. Donc par exemple la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et dans le PADD on a le volet 5 environnement qui permet de prendre en compte cette thématique. Sur les continuités écologiques, il y a le volet 2 sur le paysage et le cadre de vie et notamment l'objectif 9 sur la protection de la biberonne. Sur l'habitat, c'est le volet 1 qui permet de répondre à cette thématique avec le volet fonctionnement urbain. En ce qui concerne les transports et les déplacements, c'est le volet 4, déplacement.
Communication numérique, c'est le volet 5, environnement. Équipement commercial et développement économique, c'est le volet 3, économie. Pour les loisirs, c'est le fonctionnement urbain, avec un objectif précis qui est de créer un espace détente. Et sur la modération de la consommation de l'espace et la lutte contre l'étalement urbain, donc, mesures phares du Grenelle et qui ont été reprises après dans la loi Allure, notamment, c'est le volet fonctionnement urbain avec un objectif de densification et favoriser le renouvellement urbain. Et alors sur cette carte, telle que vous pouvez le voir, donc, les différents volets et les objectifs qui ont été traduits de manière cartographique. Je vais détailler la carte, avec notamment le bourg. En ce qui concerne le bourg, donc, il y a tout un axe de travail sur l'accessibilité autour de la gare SNCF, la valorisation du patrimoine avec l'église, le maintien de l'identité du bourg, son caractère villageois. Il y a les extensions projetées au sud. En ce qui concerne la zone industrielle, donc le PADD montre une volonté de s'étendre à l'ouest, dans le respect de la réglementation, en prenant en compte différents projets supracommunaux, notamment la liaison Roissy-Meaux. En ce qui concerne le volet agricole et naturel, il est prévu une mise en valeur de ces zones, voilà, tout en créant notamment une maîtrise, une mousse sociale, urbaine et sociale. Voilà, ceci bien sûr pour répondre à des constats qui ont été faits lors de l'analyse du territoire de Compan, notamment pour inverser les tendances démographiques observées et regagner de la population et redevenir une ville attractive, puisque Compan perd légèrement la population, et que c'est une ville quand même à fort potentiel, puisque proche de la plateforme aéroportuaire, avec une zone d'activité intercommunale, donc un bassin d'emploi. Voilà, c'est le deuxième constat. S'inscrire dans la dynamique territoriale du Grand Roissy et assurer l'unité du bourg et la cohésion sociale, notamment avec l'amélioration des équipements, les liaisons entre les différents quartiers, les pôles de la vie locale, le développement des modes doux, etc. Donc le volet 1, fonctionnement urbain, vie locale, cadre de vie et cohésion sociale, donc fixe des objectifs qui sont d'atteindre une croissance modérée, diversifier et favoriser le renouvellement urbain, assurer la mixité sociale, notamment en ouvrant des zones à l'urbanisation future pour atteindre à peu près 4% par an de croissance et permettre aux jeunes ménages de s'installer. Alors on a repéré deux poches possibles qui seraient d'ouvrir à l'urbanisation pour un total cumulé de 9 hectares. Donc à court terme, 1,7 hectares, et à long terme, une réserve de 7,3 hectares. Il y a aussi le développement des logements aidés par petites opérations et dans le parc du château, avec un minimum de 20% de logements locatifs aidés dans les zones d'urbanisation futures. Toujours dans le volet 1,
il y a un objectif de sédentarisation des gens du voyage, tout en protégeant les sites. C'est la mousse en zone naturelle. Donc un règlement qui protégerait les hameaux et les sites habités, mais à vocation de sédentarisation donc des gens du voyage. Un objectif de répondre aux besoins des habitants par le renforcement des équipements publics, avec différents projets en cours ou à venir, la halte garderie, le cabinet médical, les terrains de tennis qui étaient récemment construits, l'épicerie multiservice, etc. Et la création d'un espace détente entre les quartiers anciens et nouveaux. Le volet 2 concerne donc le paysage et le cadre de vie, le patrimoine bâti et naturel, avec des objectifs de maintenir le patrimoine bâti et naturel, en prenant en compte les spécificités architecturales du bourg, dans le règlement du PLU pour une bonne intégration des nouvelles constructions, donc avec un règlement spécifique à ces zones pour une cohérence architecturale, urbaine, paysagère, avec un objectif d'assurer une continuité paysagère entre les quartiers et les communes, notamment en maintenant des espaces verts existants par une trame qui les protégerait de l'urbanisation, par une protection des entrées de bourg dans les règles du PLU, par une création d'espaces verts entre quartiers existants et zones futures, par une protection réglementaire des berges de la Vibronne et des ENS, un projet de valorisation de la Vibronne, un projet de parc paysager entre le château et les zones boisées, et enfin une protection des zones boisées par classement, par la trame, ce qu'on appelle EBC, espace boisé classé. Sur le volet économique maintenant, maintien d'économie agricole, croissance de la population et accueil des nouveaux logements, notamment par 2 zones ouvertes à l'urbanisation à moyen et long terme, maintien de la mixité des fonctions dans le tissu bâti existant, développement des zones d'activité industrielle avec le projet ADP et l'extension économique de la zone d'activité de Confans, donc en lien avec l'ouverture possible permise par le SDRIF 2014. Pérenniser et diversifier l'activité agricole, notamment par le maintien de la vocation agricole des sites exploités avec un zonage adéquat, des secteurs agricoles accueillant des activités complémentaires et un changement possible de destination des bâtiments ciblés. Pour ce qui concerne le volet déplacement maintenant, le PADD se fixe comme objectif de tirer profit de la nouvelle liaison Meaux-Roissy, de créer des entrées de ville adaptées au bourg, avec une voie notamment vers le château, de sécuriser en zone 30 les secteurs sensibles, notamment dans la traversée d'agglomération, le développement des liaisons douces, l'amélioration de l'accessibilité de la gare, avec notamment un projet avec la SNCF de déplacement du quai. En ce qui concerne l'environnement, un projet de protection des ressources en eau et de la qualité de l'eau, notamment par un schéma d'assainissement qui est en cours d'élaboration, un règlement qui incitera dans son article 4 l'infiltration des eaux pluviales et de moins minéraliser les aménagements. Il me semble que c'est dans l'article 11 avec des prescriptions spéciales. Assurer le principe de précaution vis-à-vis des risques, notamment en respectant
toutes les contraintes des servitudes supracommunales, notamment le PPRT, le PEB, les servitudes de pipeline et le gazoduc. Le PADD prévoit donc aussi de favoriser et de développer les énergies renouvelables, notamment par la maîtrise de l'éclairage public. Enfin, l'amélioration des télécommunications. Voilà, merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être projeté ? Si, des petites choses. Des petites précisions. Les lunettes sont... Ah, j'ai fait. Oui, alors aujourd'hui, il s'agissait pour nous de préciser les objectifs. Donc il y a des petites choses à changer, qui ne sont pas énormes, et qui méritent d'être précisées un peu différemment. Je vais revenir dessus. Déjà, il faut savoir que dans le parc du château, c'est pas le parc du château, faire très attention, c'est l'ancien parc. Parce que le parc, il a été coupé aujourd'hui. Et en fait, quand on parle du parc du château, le parc du château, on n'y fait rien du tout dans ce qui reste. C'est dans l'ancien parc, il y a un propriétaire sur un certain nombre d'hectares qui est envisagé la réalisation d'une maison de retraite et d'accompagnement de santé, avec un certain nombre de maisons satellites qui pourront y compris intégrer des constructions à aider, qu'on soit clair. En ce qui concerne les questions qui touchent, alors bon, ce qu'il faut noter, c'est dans le cadre de la présentation, évidemment, le PLU n'ayant pas été abouti dans la dernière mandature, forcément s'impose à nous de nouvelles contraintes qui font qu'aujourd'hui on ne peut plus réaliser comme on l'aurait souhaité un certain nombre de choses au niveau des moulins et au niveau des maisons agricoles. Donc voilà, on est obligé d'en tenir compte. C'est dommage. En ce qui concerne les questions qui touchent aussi à la protection des abords, là-dessus on y est très attentif, donc il faut que ça soit maintenu, l'ensemble des entrées de ville. Et ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport à la mousse, je vous rappelle que la réalisation de cette mousse nous permettra de déplacer des gens qui aujourd'hui sont sédentarisés le long de la Libronne, en bas du lotissement à la Fontaine, et au-delà de pouvoir décongestionner notamment des parcelles où il y a des familles qui sont en surpopulation, l'objectif étant de récupérer des parcelles le long de la Libronne notamment. Et en ce qui concerne les questions touchant au développement de l'urbanisation industrielle, il s'agit pour nous de rendre possible, puisque le schéma directeur maintenant nous y autorise, de pouvoir sortir, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, puisqu'on a eu un accident il n'y a pas si longtemps, ça doit faire 1 ou 2 ans, il y a eu un accident d'un camion qui s'est renversé au rond-point, c'est plus trompant. Les personnels qui travaillent dans la zone du parc sont restés enfermés dans cette zone pendant plus de 24 heures. Il a fallu aller leur apporter à manger, de l'eau, etc. pour pouvoir passer le temps, comme on dit. Donc aujourd'hui, pour nous, il est important que cette zone, comme l'autre face d'ailleurs,
on en discute avec l'aéroport de Paris dans le cadre de l'aménagement du secteur ADP aéroportuaire, c'est d'ouvrir les 2 zones avec des évacuations qui permettent de ne pas avoir qu'une seule entrée et une seule sortie. Et dans ce cadre-là, dans le projet de développement d'aménagement urbanisable à caractère industriel et commercial de la zone du parc, l'objectif est de réaliser un accueil de micro-entreprises dont nous avons une forte demande. Évidemment, nous en profiterons pour nettoyer un certain nombre de préoccupations que nous avons dans le cadre des territoires abandonnés par l'État et qui ont conduit à ce qu'aujourd'hui nous avons des camps d'installés de Rome qui sont ni plus ni moins abandonnés par tout le monde, avec y compris une voie de circulation qui permettrait de renvoyer sur Thieux, sans passer par le centre du village, plus d'1 millier de véhicules jour. Donc pour nous, c'est aussi une des questions essentielles, c'est de rouvrir la voie en direction de la commune de Thieux. Voilà, tout ça concourt à un projet d'ensemble qui permettrait de réaliser non seulement un développement accompagné avec un secteur industriel et commercial différencié de la zone industrielle des Métropes, parce qu'il ne s'agit pas pour nous d'accueillir le même genre d'entreprise, mais d'autoriser y compris la possibilité d'accueillir des petites entreprises, y compris à vocation commerciale, avec peut-être de l'hôtellerie. Ce qui est déjà prévu en face sur le territoire de la ville, au-delà de ce qui n'est pas couvert par le TPR. Voilà, pour le reste, on ne décoiffe pas le projet PLU puisqu'il conserve l'essence, je dirais, pleine de ce qui avait été projeté. Donc par contre, on intègre bien les nouvelles voies effectivement de déplacement qui nous sont d'une part imposées par le département, à travers la liaison Mont-Roissy, mais y compris à partir de ce que nous négocions avec le département dans le cadre des réalisations des voies futures sur Compan. Et notamment le chemin royal qui devrait être aménagé du côté de chez Franier, puisque il y aura une réalisation d'une voie circulation qui permettra de sortir de Compan sans être obligé de repasser par l'entrée principale de Compan. Voilà, puisque la voie de la D212 ne sera plus accessible dans les champs là-bas au tourne à gauche. Cette voie deviendra communale et desservira essentiellement la commune, le secteur agricole et les compagnies. Donc on est dans une trajectoire, je dirais, qui va chambouler un peu les déplacements sur la commune pour les prochaines années. C'est ce qui est aujourd'hui en train de se dessiner. Dernièrement, alors pour compléter, j'ai eu l'information, pas plus tard que la semaine dernière, que le Conseil général avait retenu la réalisation d'un merlon sur Compan. On l'avait demandé, on l'avait soutenu. Donc on vient d'obtenir la réalisation du merlon. Il faut qu'on rentre en contact avec eux pour une réunion de septembre. De l'autre côté, les ENS m'ont contacté cette semaine, Jennifer. Il faut qu'on prévoie une rencontre avec eux, il faut qu'on recontacte les ENS, pour une rencontre qui aura lieu début septembre, de manière à organiser les échanges de parcelles d'ENS pour qu'il y ait une véritable continuité territoriale des ENS, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous rappelle pour la petite histoire, c'est curieux, c'est unique en France, mais la station d'épuration est en zone ENS. Est-ce que vous avez des questions particulières dans le cadre de ces projets pour lesquels nous avons pas mal discuté, il me semble déjà, avant les élections, après les élections et maintenant? Le projet de déplacement du quai de la gare. Oui, alors j'explique, tu as raison. Ben, ça fait un peu partie de la discussion qu'il y avait tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, on ne déplace pas. Okay, On ne va pas déplacer le quai, ça coûte très cher. Par contre, l'objectif que l'on a, c'est de rallonger le quai.
de le rallonger au bout en direction de Vitry pour permettre de pouvoir mieux organiser la desserte en amont du quai et notamment par la réalisation de deux rampes douces de chaque côté. Restera ensuite à réaliser les conditions de l'autre côté, on en discutera avec l'agriculteur, mais de pouvoir permettre l'accès à ce quai aux personnes à mobilité réduite, et je ne pense pas qu'aux personnes invalides. Je pense par exemple aux femmes avec des enfants, des poussettes, des landaux, au vélo des enfants, etc. etc. Aujourd'hui, c'est impossible de prendre le train. Est-ce que ça répond à... Ah non, mais c'est pour que la réponse soit soulevée. Alors bon, pour la petite histoire, on a eu une réunion tout à l'heure, et un des partenaires avec qui nous travaillons va rencontrer la SNCF à ce sujet, puisqu'il a d'autres sujets à porter. Ils vont en profiter pour porter celui-ci, afin qu'on puisse rencontrer les architectes de la SNCF. Alors, je ne sais pas si c'est la SNCF, hein, je pense que c'est Réseau de France. C'est Réseau Ferré, hein, c'est ça. Parce que c'est compliqué à la SNCF, hein. Il y a 3 services. Hein. Ouais. Toi, tu connais mieux que moi. Il y a Réseau Ferré, il y a SNCF. C'est pour ça qu'il y a eu grave d'ailleurs, mais bon. Oui, non, mais quand tu t'adresses à eux, c'est compliqué parce qu'il y a chaque fois 3 voies sur l'autre. Hein. Ouais. Non, mais c'est Réseau Ferré. C'est Réseau Ferré, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions particulières dans le cadre de ces... Alors on est quand même sur du gros. Hein. On viendra sur du point de vue précis dans le cadre de l'ensemble de nos échanges. Évidemment, tout est évolutif. Hein. Il y aura certainement des évolutions d'ailleurs, puisqu'il y a des choses qui sont pas dedans que je voudrais qu'on rentre dedans. Après, ça va être un débat. Et puis, il y a peut-être des choses qui sont dans le débat, qui va s'engager avec nos partenaires pendant les 3 mois qui seront ouverts. Et ensuite, dans le cadre des réunions publiques. Voilà, ça c'est vraiment le projet sur lequel on va construire la base du PLU. Donc après, sans rentrer dans les détails, il y aura un règlement avec un certain nombre de règles, donc c'est très codifié, il y en a 16 au total, qui permettront de ne pas faire n'importe quoi en termes urbains, et donc de répondre à tous les objectifs que vous avez vus dans la présentation, c'est le PADD. Et voilà, donc par exemple sur la hauteur des bâtiments, sur la desserte routière, sur les réseaux, sur les télécommunications, etc. Voilà, donc ce sera présenté ultérieurement de manière plus précise, tracés urbains, et donc la mairie de Compan travaille à la réalisation de ce règlement et des autres pièces constitutives du PLU. Et nous nous sommes rapprochés du service du département de l'État de manière à travailler beaucoup plus ensemble pour éviter tous les écueils et les problématiques qu'on a pu rencontrer, ce qui nous permettra de pouvoir porter un véritable projet solide, y compris qui sera discuté avec tous nos partenaires associés, y compris la Chambre d'agriculture, bien évidemment. Est-ce qu'on peut le libérer? Il y a du monde sur la route. Non. Ah bah vous êtes venu en RER? Oui. Mais comment vous repartez? Ben en train. À cette heure-là? Il y a des trains non, qui viennent. Vous êtes mal là. Ah bon? Ah ouais. Il y a des trains qui retournent à Paris. Oui, mais À cette heure-là, vous avez les oreilles? Bon, on verra bien. il n'y a pas de train sur À cette heure-là, il n'y en a pas. Il y en a plus. Dans À mon avis, vous allez être obligé de nous attendre qu'on vous dépose. Parce que si vous partez à cette heure-là, je ne suis pas sûr que vous ayez un. Non, mais là, il n'y en a pas. Là, il n'y a pas. Il travaille à la SNCF. Je vois qu'il y en a À quelle heure? 21h. Ah bah alors si vous avez un 21h20, il faut que vous fassiez vite. Ouais. Par contre, vous me ferez parvenir Cette présentation, bien sûr. vous me l'envoyez par mail de façon à ce qu'on puisse en Bien sûr. travailler. D'accord. Par contre, normalement, Qu'est-ce qu'il vous faut? normalement, faut que je clique droit et que je retire en toute sécurité. Ah mais il a tout fermé, vous auriez dû cliquer avant. Qu'il enlève son. Ouais, il faut le fermer avec sécurité parce que sinon. Non, vous l'avez retiré. Bon bah c'est bon. Si vous avez perdu quelque chose, c'est le temps, on le retrouvera. Mais bon.
Et si vous n'avez pas de train, ben revenez en... Si vous n'avez pas de train, vous revenez, on vous ramène. Très bien. D'accord? Au revoir. Merci. À bientôt. Donc, je vous propose donc de soumettre dans le point numéro 1, la délibération à prendre, les simples. Il vous est proposé de relancer donc la procédure administrative et réglementaire d'élaboration du PLU et d'ouvrir le débat sur le nouveau PLU des soirs. Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes repartis pour quelques mois. Bon, il ne va pas se passer grand-chose en juillet. En ce qui concerne la délibération numéro 3, puisque nous passons au point numéro 3 maintenant, c'est la modification de la taxe d'aménagement. Concernant la taxe d'aménagement, c'est celui qui reprend la parole. Comme nous l'avons expliqué lors de notre réunion de préparation conseil, donc pour petit rappel, la taxe d'aménagement s'applique lors d'un dépôt d'un permis de construire ou une déclaration de travaux. Donc maintenant, je vais lire le texte. À compter du 31 décembre 2014, les communes ne pourront plus percevoir les diverses taxes d'urbanisme, à l'exception de la taxe d'aménagement, sous la condition que les communes prennent une délibération votant le taux de la taxe pour l'exercice 2015. Les différentes taxes qui disparaissent sont les suivantes. Taxe départementale des ENS, taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, redevance d'archéologie préventive, la participation pour voirie et réseau, la participation pour raccordement à l'EGO, etc. Sachant que la taxe d'aménagement remplaçait déjà initialement la taxe locale d'équipement perçue par les communes ou les EPCI, la TDENS, taxe départementale des espaces naturels sensibles, la TDCAUE, taxe spéciale d'équipement, la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, le PAE, programme d'aménagement d'ensemble. Pour rappel, le taux de la taxe d'aménagement peut être librement fixé entre 1% et 5% selon les dispositions de l'article L. 331-14 du Code de l'urbanisme, à la différence que ce taux pourrait être modulé en fonction des secteurs de la commune, alors que le taux de la PLE était uniforme sur l'ensemble du territoire communal. En effet, la délibération du conseil municipal du 25 novembre 2011 fixant la taxe d'aménagement sauf zone d'activité à 1%. Ainsi, selon le taux voté pour l'exercice 2014 à 1%, le montant estimé de la taxe d'aménagement recouvrable par la commune au titre de l'exercice 2014 s'élève à 756,25 € à ce jour. Ce montant comprend le montant recouvrable au titre des permis de construire et des décisions de travaux accordées par M. le maire et par la direction départementale territoriale sur la commune. Le montant potentiel provenant de la taxe d'aménagement qui pourrait être recouvré par la commune s'élève à 1 956,09 € pour l'exercice 2014. Si l'on tient compte des demandes de permis de construire et de travaux en cours d'instruction à la direction départementale territoriale, soit 1 199,84 €. Par ailleurs, le service finance a procédé à une estimation du montant recouvrable au titre de la taxe d'aménagement en 2014 et en 2013 à partir de différentes hypothèses de taux. Il y a les tableaux. Vous avez les tableaux, hein, je vais regarder. Ils sont bâtis à partir d'un certain nombre de taux, 2, 2,5, 3, etc. Voilà. Alors, il faut noter que pour l'exercice 2013, le recouvrement de cette taxe n'avait pas été effectuée et avait entraîné un manque à gagner pour la commune d'un montant légèrement supérieur à 7 600 €. Pour information, l'assiette de la taxe d'aménagement par rapport à la TLE, la surface prise en compte n'est plus la chaume, surface hors œuvre nette. Elle correspond désormais aux surfaces de plancher des constructions SDPC, closes et couvertes d'une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m,
calculé à partir du nu intérieur des façades, déduction faite des vides et des trémies. Par ailleurs, la valeur forfaitaire est désormais unique. Elle est fixée en Île-de-France à 804 € le mètre carré, au-dessus de 100 mètres carrés, et 407 € en dessous de 100 mètres carrés, valeur de janvier 2014. L'assiette de la taxe sera donc le produit de la surface de la construction et de la valeur forfaitaire unique fixée en janvier 2014 en Île-de-France à 804 € le mètre carré. Cette valeur sera révisée au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'INSEE. Par ailleurs, un abattement de 50% est appliqué de fait sur cette valeur pour, premièrement, les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes, les logements aidés et sociaux, mentionnés aux articles 278 et 296 ter du Code général des impôts, soit pour les opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale et dont la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5%. Deuxièmement, les 100 premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale. Troisièmement, les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale. Par exemple, la taxe d'aménagement d'une habitation à usage principal de 160 mètres carrés avec un taux à 2%, donc 100 mètres carrés multiplié par 407 plus 60 mètres carrés multiplié par 804 € multiplié par 2%, ce qui fait un résultat de 1 772,80 € moins un abattement de 50%, soit une taxe d'aménagement de 886,40 €. Deuxièmement, les exonérations. Le législateur a prévu d'exonérer de plein droit, article L331-7 du Code de l'urbanisme, les constructions et aménagements destinés aux services publics, les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés, les constructions et aménagements réalisés dans une opération d'intérêt national ou d'une ZAC, les constructions bénéficiant de prêts locatifs aidés d'intégration, PLAI, les locaux agricoles, les aménagements prescrits dans un PPRI, périmètre de protection des risques d'inondation, la reconstruction des locaux sinistrés, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans. 3. Les exonérations facultatives. Toutefois, au regard de l'article L331-9 du Code de l'urbanisme, les communes ainsi que les conseils généraux et le conseil régional de la région Île-de-France peuvent par délibération exonérer de la taxe d'aménagement en tout ou partie chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes. Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés d'un prêt aidé de l'État hors PLAI, dans la limite de 50% de la surface excédant 100 m² pour les surfaces des locaux à usage d'habitation principale financés à l'aide du prêt à taux zéro renforcé, les locaux à usage industriel mentionnés au 3e de l'article L 331-12 du Code de l'urbanisme, locaux à usage industriel ou artisanal et leur annexe, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et des parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale. Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m² et les immeubles classés ou inscrits parmi les monuments historiques. Il est donc demandé au conseil municipal de, premièrement, statuer sur la possibilité de voter un taux de la part communale supérieur à celui institué de plein droit par le Code de l'urbanisme fixé à 1% et modifier la libération du 25 novembre 2011. Statuer sur le fait de ne pas moduler ce taux selon les secteurs de la commune. Statuer sur un taux fixe de 2%.
décider d'exonérer totalement les catégories de construction ou installation autres que celles prévues par le législateur au titre des exonérations facultatives. On cite les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés d'un prêt aidé à l'État hors PLAI. Deuxièmement, dans la limite des 50% de la surface excédant 100 m² pour les surfaces des locaux à usage d'habitation principale, financés à l'aide du prêt à taux zéro renforcé. Troisièmement, les immeubles classés ou inscrits parmi les monuments historiques. Merci Sylvie. Donc il s'agit pour nous de mettre en place avec un taux de 2% cette nouvelle taxe qui vient en fait fusionner un ensemble de taxes et de manière à ne pas être décrocher ce que nous avions comme référence sur Compan. La proposition est de tenir compte de tous ces éléments et il nous paraît juste, si on veut rester au niveau de ce qui existait auparavant, de maintenir le taux de 2%. Voilà. En ce qui concerne les exonérations facultatives, nous vous proposons de retenir les 3 cas qui ont été cités par Sylvie, qui notamment permettent d'aider, dans le cadre des réalisations futures dans l'urbanisation, les personnes qui auront des prêts aidés par l'État. Voilà, en gros. Est-ce qu'il y a des avis contraires à cette proposition? Il faut arrêter quelque chose ce soir, obligatoirement. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Il ne restera plus qu'à aller les chercher, parce que nous avons perdu des moyens financiers qui n'ont pas été. C'est pour ça qu'on est en train de se mettre en ordre du marche au sein des services de la commune. En ce qui concerne la délibération numéro 4, il s'agit, je crois que c'est moi qui propose ça. C'est bon. Il s'agit donc de désigner les commissaires de la commission communale des impôts directs. Alors, hein? Super. Alors, je vous rappelle que c'est une commission qui se réunit pas tous les jours. Si elle se réunit 2 fois dans l'année, c'est le record du monde. Par contre, on est obligé de la réunir puisque vous savez que c'est cette commission qui donne son avis avant les impositions fiscales sur l'ensemble des modificatifs apportés à travers les permis de construire notamment, ou les nouveaux permis de construire. Donc l'article 1651 du Code général des impôts prévoit que dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs, évidemment qui est renouvelée après chaque élection municipale, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui, on ne le reverra plus pendant 6 ans, sauf à remplacer des gens qui, pour des raisons X, ne sont plus présents, composée du maire, de son adjoint délégué et de 6 commissaires pour les communes de 2000 habitants au moins. Au moins. Au moins. Parce que, il est censé sur une commission départementale, 6 commissaires pour la commune de 2000 habitants au moins. Ou 6 commissaires. Et supplémentaires. Il a bien les mandats. Concernant le président de la aussi, 6 commissaires suppléants. 6 commissaires suppléants. Et pourquoi? Pourquoi on a dit? Si c'est 6, si c'est 6. On a 12, on a 20. On devrait en avoir c'est juste. Alors, ah oui, c'est en nombre double dressé par le conseil. C'est pour ça. Donc je reprends.
L'article donc 1651 du Code général des impôts prévoit que dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée du maire ou de son agent délégué et de 6 commissaires pour les communes de 2000 habitants ou moins. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal, les 6 ans. 6 commissaires titulaires ainsi que 6 commissaires suppléants seront désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double dressée par le conseil municipal. Ces 12 commissaires titulaires et suppléants représentent une catégorie de contribuables remplissant les critères suivants. Sont bénéficiaires de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, de la contribution économique territoriale, ou sont extérieurs à la commune, mais sont redevables des taxes de la commune, notamment des propriétaires fonciers. Lors du conseil du 26 juin, il était proposé de reporter ce point afin d'informer les contribuables, tous les contribuables désignés, ce qui a été fait. Donc, il vous est donc proposé de retenir la liste ainsi faite de 12 titulaires, donc M. Claude Profit, M. Serge Colline, M. Olivier Goubet, Mme Isabelle Richet, M. Patrice Malin, M. Fabrice Kuiper, qui habite Thieu, qui est un agriculteur, mais qui a du foncier ici, M. Areski Aïtamer, M. Moustapha Moutawadia, Mme Sophie Boudissa, M. Thierry Giraud, Mme Marie Villéger, M. Lionel Colline. En suppléant, M. Jean-Claude Tétard, M. Richard Laude, M. Laurent Kecker, Mme Sylvie Adam, Mme Evelyne Végel, Mme Joëlle Darras, M. Éric Saumon, M. Christian Rimbaud, Mme Nelly Denonin, M. Anthony Spégagne, M. Christian Magne et M. Alain Franier. Le président est donc c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 5, il s'agit de désigner nos délégués communaux aux commissions. Alors on désigne nos délégués à la aux commissions de la communauté de communes que nous allons proposer. Puisque je l'ai dit, ils ne seront pas forcément tous retenus. Puisque les commissions de la communauté de communes, aux dernières nouvelles, il y en avait 12 par commission. Donc, voilà. Donc, et il y a 37 communes. C'est génial. Donc en tout cas, nous avons proposé de proposer dans chaque commission quelqu'un. Il n'y en a qu'une où on ne propose personne parce que il n'y avait personne à proposer. Alors, la communauté de communes de Plaine-et-Mont de France a adopté son règlement intérieur. L'article 27 de ce dit règlement prévoit 14 commissions nécessaires à l'étude des dossiers et à la préparation des décisions du conseil communautaire. L'article 28 invite la commune à désigner un délégué ou représentant de la commune issu du conseil municipal. Il est par conséquent demandé au conseil de désigner un représentant par commission indiquée ci-dessous, soit pour l'aménagement du territoire, Moustapha Moutawadia, pour la commission des transports, Areski Aïtamer, pour la commission petite enfance, Evelyne Végel, pour la commission emploi, Sylvie Adam, pour la commission des finances, Joël Marmont, pour la communication vie locale, Sophie Boudissa, pour la commission assainissement, Patrice Malin, pour la commission piscine et bâtiments communautaires, Jean-Pierre Bernet, pour la commission développement durable, Sophie Boudissa, pour la commission des relations institutionnelles avec le conseil général, Patrice Malin, pour la commission de l'eau, Arnaud Leroux. Nous n'avons proposé personne pour les relations institutionnelles avec l'État. Je rappelle que ne peut être présent un même membre de la communauté, ne peut être membre que de 2 commissions communautaires. D'accord? C'est le règlement. En ce qui me concerne, je serai donc président de la commission, quand il y en aura une, qui sévit sur les risques et la sécurité des zones industrielles et artisanales de la communauté de communes.
l'affaire, on verra ça en septembre. Voilà, qui est contre ces propositions? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 6. Je passe la parole au maître de cérémonie, Anthony Spogano. Merci. Alors, la question numéro 6 concernant les tarifs pour l'accueil de loisirs sans hébergement. Donc, à partir de la rentrée de septembre 2014, nous allons mettre en place et faire fonctionner un accueil de loisirs sans hébergement, ou ALSH, sur les mercredis après-midi et les périodes de vacances scolaires. Or, pour pouvoir faire fonctionner correctement, il est nécessaire pour nous de prévoir les tarifs applicables à partir donc, du mercredi 3 septembre 2014. D'abord, pour information, il faut savoir que le coût de revient moyen pour la municipalité pour le fonctionnement de ce service, donc en incluant charge du personnel, les locaux, prestations de services, les activités et le matériel, s'élève à 40 € par jour par enfant. Nous concernant, nous avons la volonté de proposer des tarifs qui permettent à tous les foyers de pouvoir inscrire leurs enfants dans cet ALSH. Nous avons donc choisi d'appliquer un quotient familial basé notamment sur ce qu'on avait fait pour les colonies. Vous avez sous les yeux donc, le tableau des différents quotients qui ont été retravaillés par les services concernés afin que tous, même les quelques extérieurs qui peuvent être concernés, puissent bénéficier de tarifs relativement avantageux quand on connaît les tarifs pratiqués en général dans les communes qui sont bien supérieurs à ceux que l'on propose dans ce tableau. Hormis le prix du repas qui est un prix unique à 2 € comme vous pouvez le voir, tous les autres tarifs, donc tarifs journée, sont dégressifs en fonction du revenu fiscal des foyers. Il faut aussi que l'on prévoie des tarifs de demi-journée matin et après-midi, puisque les parents ont la possibilité d'inscrire leurs enfants uniquement sur une demi-journée avec ou sans cantine par exemple si les désirent, et puis nous aurons la journée du mercredi après-midi, qui sera la continuité de l'école le mercredi matin dès la rentrée prochaine. Pour rappel, jusqu'à présent, nous avions donc, un accord avec la commune de Mitry-Mory pour accueillir nos enfants dans les centres de loisirs, pour un tarif journée qui s'élevait à 15 € et dont la commune prenait en charge 50% de ce montant. La volonté est de rester, en tout cas de ne pas dépasser pour la grande majorité des foyers ce prix à la journée, chose qu'on a, je pense, réussi à faire. De plus, il nous est proposé de prévoir un abattement sur le montant global en fonction du nombre d'enfants, à savoir donc un abattement de 20% pour les foyers inscrivant 2 enfants et un abattement de 30% maximum pour des foyers inscrivant 3 enfants et plus. Voilà, donc demandez au conseil municipal d'approuver ces tarifs. Peut-être rappelle les tranches. Sur les tranches, Pour les tranches, pour le tarif jour qui est proposé. alors pour le tarif extérieur sur tarif jour, donc proposé pour la journée incluant le repas 12 €. Pour la tranche 1 sur les compagnies, un tarif à 10 €. Alors une coquille c'est 10,80 €. Là, c'est une coquille. Alors, oui, il faudra la changer sur la déligne. Faire attention. Oui. C'est 10,80 €. 80. La tranche suivante à 9,60 €. Ensuite, la tranche numéro 3, 8,40 €, puis 7,20 €. Ensuite 6 €, 4,80 € et enfin la dernière tranche, la 7e, à 3,60 € la journée. Vous voyez que proportionnellement, sur les tarifs demi-journée du matin et de l'après-midi, on a baissé les taux en fonction de ce calcul. Il n'y a plus de tranche 8. Non. C'est clair pour tout le monde ou vous avez des questions à poser à Anthony? Ouais. Comme ça, un exemple. Donc
on sera très proche de ce qui se pratiquait au niveau des prix depuis quelques années. Il y aura légèrement plus pour certaines tranches de quotient les plus hauts. Voilà, et les extérieurs seront à 12 €, ce qui reste très raisonnable au regard des prix pratiqués aux alentours. Alors quand on parle des extérieurs, hein, c'est les extérieurs qui ont des enfants à l'école. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Alors simplement, donc pas d'avis contraire. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je préciserai simplement, parce qu'on peut en avoir discuté avec Anthony, dans tous les cas de figure, nous reverrons le tarif de la cantine, et peut-être y compris de la garderie. Nous reverrons ces tarifs en même temps d'ailleurs que le quotient familial lui-même pour le 1er janvier 2015. Ce qui nous donnera le temps de pouvoir apprécier l'ensemble des éléments et de faire quelque chose qui soit correct, qui tienne la route. Voilà, le point numéro 7 concerne un oubli. Si. En ce qui concerne le point numéro 7, toujours Anthony, tu présentes. Alors, qui concerne donc le tarif d'un séjour qui n'avait pas été discuté au conseil précédent, concernant le séjour adiratif à Rimini. Donc c'est un séjour billet, dans la liste que l'on avait proposée au conseil municipal le 26 juin, proposé par l'ODCVL, l'organisme, pour un montant de 1 154 €. Pour rectifier cet oubli, il est demandé donc au conseil municipal d'approuver ce tarif pour un montant de 1 154 €. C'est un séjour de combien de jours, tu te rappelles? Une quinzaine? Je crois que c'est 15 jours. Tu peux nous dire un petit peu comment ça se présente? Non. Non, tu sais Je ne peux pas t'en dire plus. D'accord, non, je ne parle pas de Rimini, je parle des séjours de cet été. Non, sur le séjour colonie, je l'ai davantage sur le Remboursement de 2 séjours qui l'été dernier ont posé de gros soucis, des problèmes. Parce que vous savez, hein, quand la preuve, on le voit à la télé, quand vous êtes partenaire sur les voyages, vous pouvez toujours avoir un problème dans un centre. Ah, c'est comme ça, et quand ça arrive, il faut réagir, prendre en compte les problématiques et voir avec les différents partenaires pour ne pas laisser perdurer un problème pour les familles surtout et les enfants bien évidemment. Donc là, il s'agit en tout cas d'un voyage qui avait été organisé sous l'égide de la Fosselle, une association qui avait pignon sur rue, et dont le séjour n'a posé que des problèmes à l'arrivée pour deux jeunes de 2 familles différentes qui étaient sur place là-bas. Quand on a appris les problèmes rencontrés, qui n'étaient pas des problèmes dramatiques, on n'était pas dans le même cadre, mais le séjour en lui-même était plus que décevant, puisque ne correspondant pas du tout au séjour annoncé, y compris les enfants se sont fait royalement, voilà. Et en plus de ça, ils ont été cantonnés à des missions d'hygiène sur le centre qui ne relevaient pas de leur mission. Voilà, donc en fait, nous avons rencontré évidemment les parents quand ils nous ont remonté l'ensemble des problématiques. Et nous avions convenu avec l'ancienne municipalité, l'équipe municipale, de rembourser pour partie 50% du voyage qu'ils avaient dû s'acquitter. Ce qui avait tout avait été fait et au moment de percevoir ce remboursement, on n'a eu que des problèmes avec la trésorerie qui n'acceptait pas de rembourser les familles. Et nous ne pouvions pas les rembourser directement. Donc ça a été des problèmes qu'il a fallu régler avec la trésorerie. Vous savez, vous êtes dans une collectivité publique, vous n'êtes pas dans une entreprise privée, et on ne règle pas les choses aussi facilement qu'on pourrait le penser. Donc il a fallu reprendre ces dossiers et se rapprocher de la trésorerie pour essayer de conclure l'affaire, pour permettre enfin à ces familles de pouvoir être justement indemnisées de la situation.
Évidemment, nous avons voulu nous retourner, nous, avec d'autres collectivités d'ailleurs, contre la Fosselle. Le problème, c'est que la Fosselle a déposé le bilan en ce qui concerne ses séjours vacances d'été. Elle n'a plus, donc son activité a cessé et elle ne mène plus aujourd'hui que l'activité en direction des mercredis et des classes vertes, etc. N'a plus aujourd'hui d'activité en direction des centres de vacances. Ce qui fait que c'est très compliqué. Donc, je vous lis la délibération telle que nous l'avons proposée à la trésorerie, qui nous a donné un accord maintenant de principe. Il suffit de prendre la décision pour ça. Donc, la colonie d'été organisée par la Fosselle du 18 au 31 juillet 2013, deux familles se sont plaintes des conditions d'accueil offertes à leurs enfants lors de ce séjour. Ces familles ont alors demandé le remboursement des frais à l'organisateur. La Fosselle, donc, comme je vous l'ai dit, a cessé son activité au cours du dernier trimestre 2013 et les deux familles qui avaient réclamé son remboursement, évidemment, n'ont pu en bénéficier. Cette association ayant été proposée par la commune et afin de diminuer le préjudice de ces familles, Monsieur le maire a accepté de procéder au remboursement des frais facturés par l'organisateur à hauteur de 50% des frais engagés par ces familles, soit un montant de 223,87 € pour l'une et de 248,75 € pour l'autre. Afin d'entériner cette décision, la trésorerie souhaite une délibération du conseil municipal afin de procéder au remboursement de ces frais, car il s'agit d'une prise en charge exceptionnelle, évidemment, de la commune. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le remboursement de ces frais aux familles pour un montant de 223,87 € et de l'autre de 248,75 €. Voilà. Ce sont des familles compagnonnes. Ah bah, oui, c'est sûr. Il y en a une qui habite mon lotissement et une autre qui habite la rue Saint-Lambert. Je tairai les noms. Si tu les veux, nous pourrons te les donner. Non. Il n'y a pas de problème. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci, avec un nombre d'écarts pour être fait. En ce qui concerne non mais ça, je sais que leurs enfants sont déjà inscrits pour partir. Parce que les enfants, malgré tout, souhaitent partir avec les copains et les copines. Et ça. Sauf que l'année dernière, ces enfants étaient partis qu'à deux et ils ont fait le mauvais choix. Acquisition de 3 parcelles au moulin de Condé. Donc, je rappelle que ces deux points qu'on va voir ont été rapportés pour que je puisse continuer à négocier avec les deux propriétaires. Donc, il s'agit là des 3 parcelles au moulin de Condé. M. Bouquin a fait savoir à la commune qu'il souhaitait vendre ces parcelles cadastrées. Numéro B276, 5 hectares 8650 m², NB300, 1163 m², et B301, 1222 m², pour une superficie totale de 6 arts et 1035 m². Il s'agit de terrains agricoles et dans le cadre de notre convention avec la SAFER, cette dernière a négocié un prix de vente avec le propriétaire de 198 365 €. Les services de domaine ont été sollicités pour avis et ont estimé, à titre indicatif, je le rappelle, la parcelle B300-301 à 1,80 et la parcelle B276 à 1 €. Ce qui revient à 62 943 € l'acquisition. Le conseil municipal du 26 juin a reporté cette question afin de continuer la négociation sur le coût de l'acquisition par la commune. À notre demande, la SAFER a négocié avec M. Bouquin, qui proposait 3,25 € le mètre² et a proposé en dernière offre le mètre² à 3 €, soit les 61 035 m² pour un montant d'achat de 183 100 €, au lieu de 198 365 € initialement proposés. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cette vente pour un montant de 183 105 € et d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette acquisition. Je rappelle que ces acquisitions sont pour nous importantes, puisqu'elles sont situées proches du moulin, je ne sais jamais si c'est là, de Condé. Condé.
qu'elles sont en même temps un accès, qu'elles donnent accès à l'humain, et que ces parcelles sont, y compris des parcelles qui nous permettront peut-être par la suite de pouvoir discuter sur d'autres parcelles avec d'autres propriétaires fonciers dans le cadre d'échanges possibles. En ce qui concerne en même temps ces parcelles restent d'un intérêt évident pour la commune dans le cadre du développement et des projets environnementaux de la commune. Voilà. Évidemment, je vous rappelle que lors du budget de la commune, nous avons réservé les moyens financiers pour l'achat de ces fonciers qui étaient prévisibles et prévus. Ils sont aujourd'hui prévus. Donc je pense que la négociation à 3 € est une bonne négociation. Monsieur Bouquin, j'ai le téléphone de lui, qui souhaitait ne plus descendre, puisqu'il avait d'autres acheteurs potentiels, et qui souhaitait depuis le départ négocier avec la commune, ce qui a été fait depuis plus d'1 an. Et je l'en remercie d'ailleurs, parce que je pense que si tous les propriétaires fonciers étaient aussi sympathiques, nous aurions d'autres possibilités de pouvoir mieux contrôler notre territoire. Est-ce que vous avez des questions particulières, des suggestions, des interrogations? Je vous rappelle que par le passé, vous n'étiez pas présent, j'avais rencontré un industriel qui était venu se présenter sur ces parcelles, notamment la plus grande, et qui était venu me faire les louanges de ces terrains, m'indiquant qu'il était prêt à nous les rétrocéder une fois qu'il les aurait exploités. Je me suis demandé ce qu'il voulait. Et en fait, il était venu me demander de pouvoir faire comme à Villeparisis, de faire de l'exploitation de la tourbe pendant 2 ans. Alors, je ne dis pas les canaux. Et en me promettant qu'à l'issue, il nous rétrocéderait les terrains qui auraient été entièrement aménagés en espace vert et avec un bel étang et des espaces pour les pêcheurs. Je lui ai dit non, je ne souhaitais pas me libérer de la tourbe à bon. Voilà. On a bien fait. Mais comme quoi, les choses peuvent aller très vite, hein, je vous le dis tout de suite. Ça aurait peut-être rapporté à la commune, mais ça aurait été une catastrophe écologique, je vous le dis tout de suite. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc c'est accordé à l'unanimité. Je vous remercie. De toute façon, ces engagements ne seront pas réalisés avant septembre-octobre, parce que maintenant qu'on entre en juillet et août, ce sera très compliqué d'avoir des rendez-vous avec nos locataires. En ce qui concerne la délibération numéro 10, c'est encore une parcelle de terrain qui a de l'importance, alors une autre importance, hein, évidemment, qui n'a rien à voir que ce qu'on vient de voir précédemment. Il s'agit d'une parcelle constructible rue de Ferrières dans le cadre du poste actuel. Évidemment, elle va changer d'affectation puisqu'elle reviendra dans le cadre du PE. Mais si nous l'acquérons dans le cadre du poste actuel. Je vous rappelle qu'elle est constructible puisque l'ensemble de ce territoire est aujourd'hui encore en zone artisanale avec la possibilité de construire sur chaque parcelle un appartement à partir du moment où est construit l'immeuble permettant d'abriter le commerce ou l'activité commerciale sur la parcelle. Là encore, il y a une petite histoire pour cette parcelle. Il faut savoir qu'il y a quelques années, sur la même parcelle, il nous avait été proposé, et nous nous y sommes opposés, la possibilité par le propriétaire de réaliser l'installation d'un garage avec une activité évidemment de réparation de voitures et la construction d'un appartement intégré à l'immeuble. Nous nous y sommes fortement opposés, sachant que nous souhaitions réserver pour l'avenir ces parcelles dans le cadre du développement du village et certainement pas pour installer de nouvelles entreprises. Avec toute la gêne et la nuisance que ça aurait causé dans ce secteur. C'est un garage, c'est pas silencieux. Voilà, donc il s'agit, alors j'ai rencontré, non j'ai pas rencontré,
J'ai eu au téléphone un échange téléphonique avec M. Balzac à propos donc, de ce terrain qui est accolé au terrain qu'il nous a déjà rétrocédé à travers la vente, qui est le parking qu'il y a rue de Ferrières, donc que la commune a acquis. Ce terrain est accolé au parking et donc viendra étendre l'ensemble des surfaces aujourd'hui de propriété de la commune si nous l'achetons. Il nous appartiendra de réfléchir de bonne manière à l'ensemble des réalisations futures que nous souhaiterions dans ce secteur de vie. Suite à notre entretien, je vous lis son courrier, suite à notre entretien téléphonique et aux renseignements fournis par les domaines, vous souhaitez renégocier le prix d'achat du terrain. L'agence immobilière, après consultation des prix pratiqués dans les secteurs, a fixé le montant du terrain à 130 000 €. Un acheteur étant intéressé, j'ai souhaité vous en donner la priorité en raison de lien avec le parking sur votre demande. Je l'ai retiré de l'agence. Maintenant, il l'avait retiré de l'agence. Je vous propose le terrain à 120 000 € non négociable. Si cette vente ne peut pas se faire, je vous demande de ne pas user de votre droit de préemption, ayant déjà obtenu un acheteur à 130 000 €. Dans l'attente de votre décision, je vous prie de bien vouloir agréer, monsieur le maire, l'expression des sentiments respectueux. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous rappelle qu'en courrier du 26 mai, M. Balzac a fait savoir à la commune qu'il souhaitait vendre sa parcelle à 946, l'OB d'une superficie de 275 m² pour un montant de 130 000 € rue de Ferrières. Le service des domaines a été saisi pour avis et propose un montant d'acquisition à 75 000 €. Le conseil municipal du 26 juin a reporté cette question au lieu de renégocier avec le propriétaire à nouveau le prix de vente qui aujourd'hui est proposé à 120 000 €. Il est donc demandé au conseil d'approuver cette vente et d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette acquisition. C'est-à-dire que il sera 750, sera un peu plus que le prix du domaine, mais nous restons quand même dans un cadre d'un prix qui reste raisonnable puisqu'on n'est pas quand même du centre-ville. Et pour nous, c'est important puisque ces prix font valeur, y compris de référence, que ce soit le terrain non constructible agricole, que ce soit le terrain constructible nu et viabilisé, parce que je vous rappelle que le terrain est viabilisé évidemment. Donc, qui est contre, qui s'abstient, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Là encore, je vous rappelle, les moyens financiers sont réservés au budget sur l'acquisition de ces parcelles. Voilà. Simplement aussi pour vous. On regarde pour voir si je n'en ai pas avec le crayon. On va pas faire comme derrière, maintenant on va aller à la fin. Questions diverses. Donc, dans les questions diverses, simplement, il n'y a pas de questions diverses, il y a simplement des précisions. Je vous rappelle que demain soir, il y a donc la fête du village, puisque nous aurons à 21h15 le défilé qui partira de la mairie pour défiler dans les rues de Pompon, pour le défilé au Lampion avec le groupe brésilien. Il fera très beau, je vous l'assure. Et nous aurons le feu d'artifice qui sera tiré à partir de 23h dans l'ancien parc du château, chez la famille Boulaise, avec qui nous avons fait une convention pour pouvoir tirer ce feu. Et ce feu aura bien lieu. Voilà. Donc je vous demande, dans la mesure de vos possibilités, d'être présents pour participer à l'ensemble de ces festivités. En ce qui concerne le prochain conseil municipal, il aura lieu fin septembre, peut-être sous réserve le vendredi 19 septembre. J'ai dit sous réserve, il reste à finaliser un certain nombre de choses, puisque nous aurons en délibération notamment le choix de l'architecte concernant les travaux d'extension du self de l'école.
et un certain nombre de questions qui ne manqueront pas de tomber d'ici là, les unes derrière les autres, puisqu'à Copan, c'est exceptionnel. Nous pourrions faire un conseil municipal tous les 15 jours, nous aurions 10 points. En ce qui concerne le 1er septembre, le premier dimanche de septembre, vous allez partir en vacances. Je rappelle qu'il y a la brocante chaque année. Et que le même jour que la brocante à Copan, il y aura les festivités à Dommartin de l'anniversaire pour le centenaire le centenaire de la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Et il y aura un défilé sur Dommartin important, y compris qui met en valeur les taxis de la Marne. La commune est associée avec Dommartin et d'autres communes à cette organisation. Et bien évidemment, nous essaierons de nous partager entre la brocante et ces initiatives qui sont importantes et qui revêtent un caractère de mémoire. Je ne ferai pas de leçon de choses. Voilà, je pense avoir tout dit. Vous avez des élus qui ont donné leur date de présence. Je rappelle qu'un certain nombre d'entre vous vont de façon échelonnée partir en vacances. Il est demandé à ceux qui sont présents d'assurer l'intérim dans le cadre des périodes. En ce qui concerne les adjoints, c'est fait. Pour les conseillers municipaux, l'ensemble des éléments ont été dressés. Il faudra voir avec Jennifer pour que chacun ait bien les mêmes tableaux sur les présences, de manière à ce que vous ne manquiez pas de passer en mairie si vous êtes présent pendant la période où vous êtes présent. Voilà. Si on a un drame à Compan, évidemment, le maire est joignable et reviendra d'urgence à Compan. Je vous rappelle une dernière chose, le 6 août, je crois que c'est ça, le 6 août, le 5 août, le jury passe à Compan concernant la visite de l'ensemble du village pour les éléments, pour donner son avis sur le florissement, l'organisation du village. Évidemment, les élus présents, je vous demanderai d'être présents le 5 août. De note, ça sera rappelé de toute façon, de façon à ce qu'il y ait un point de rassemblement. Le jury étant ensuite cheminé dans l'ensemble du village, il y aura une présentation qui sera faite. Je ne sais pas encore si je reviendrai, puisque je serai en vacances. Dans tous les cas de figure, nous travaillons sur le projet de rapport qui sera présenté au jury pour cette date. Voilà, j'en ai terminé. Je vous demanderai de rester après la séance, puisque nous avons beaucoup de choses à fêter. Et notamment, nous avons à fêter le bac de Maxime, puisqu'il a été... Pas le bac, c'est quoi les le BTS, je m'excuse, Maxime. Le bac, c'est mieux. Le BTS de Maxime, qui a brillamment réussi son examen. Donc, on a prévu une petite bouteille pour fêter l'événement, parce que ça se fait quand on a bossé toute l'année. Voilà, la séance est levée, tu peux fermer. Je vous remercie.